En 2018, le Bénin a connu un record majeur en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Ces émissions proviennent du secteur de l'énergie pour 58,09%, de l'agriculture 28,51%, des déchets 5,38% et des procédés industriels 1,22%. Si rien n'est fait, la tendance restera ainsi et voire criade. Heureusement que le gouvernement du Bénin, grâce à la mise en œuvre de plusieurs projets, tant dans l'atténuation que dans l'adaptation, espère réduire considérablement les émissions de ces gaz. Les mesures envisagées dans la contribution déterminée au niveau national sont susceptibles de contribuer à réduire les émissions cumulées de gaz à effet de serre dans l'ordre de 20,15% d'ici 2030. Mesdames et messieurs, notre émission spéciale sur la CDN portera sur les impacts des gaz à effet de serre dans le secteur de l'agriculture, de l'énergie, des déchets et procédés industriels. Pour débattre, nous recevons pour vous le professeur Espédi Vissin. Il est hydroclimatologue en changement climatique et ses impacts et président de l'Association internationale de climatologie AIC, et Madame Azeroun Viou Christelle, environnementaliste, expert des inventaires de gaz à effet de serre. Chers invités, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci, monsieur Martial. Madame Christelle, et quand on parle de gaz à effet de serre en français facile, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ok, en français facile, on va dire que les gaz à effet de serre, ce sont ces gaz-là qui sont présents dans l'atmosphère, comme le méthane, le dioxyde de carbone, l'oxyde nitreux, et qui retiennent une partie de la chaleur qui est reçue des rayons solaires. Je dirais aussi que sans effet de serre, il n'y a pas de vie sur la Terre. Donc il faut comprendre que c'est l'augmentation excessive des concentrations de ces gaz-là qui crée le réchauffement climatique. Merci Martial. Je voudrais juste accompagner la réponse de Madame pour dire que ces gaz à effet de serre dont on parle, ce sont des gaz qui ne sont pas négatifs en réalité dans l'atmosphère. Parce que, comme elle a dit, sans effet de serre, il n'y a pas de vie sur la Terre. C'est ces gaz qui entraînent le réchauffement de la Terre, qui augmentent la température de moins 15 degrés C à plus 15 degrés C, ce qui permet la vie sur la Terre. Sans ces gaz, il n'y aurait pas la vie. Mais ce qui est incriminé aujourd'hui, ce sont les gaz produits par les activités humaines qui complètent ce qui est produit naturellement. C'est pourquoi on parle d'effet de serre additionnel. Ce qui est produit aujourd'hui en excès, c'est ça qui crée le réchauffement global qui amène à parler de changement climatique, de dérèglement climatique, de la folie climatique, parce que l'homme veut maîtriser, veut dominer son environnement, ignorant que dans cet environnement, il faut un équilibre. Or, l'homme, il est assoiffé de pouvoir, il veut tout dominer, il détruit tout, ne reste peut-être plus. Cet environnement, il faut vivre en harmonie avec l'environnement dans lequel nous vivons. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut mettre l'accent sur cela parce qu'en réalité, quand on dit effet de serre, tout le monde pense que bon, c'est négatif. Non, ce n'est pas négatif pour tout. Parce qu'il y a l'effet de serre naturel qui permet le réchauffement, qui permet également la vie sur la Terre. Et ce réchauffement additionnel, que nous appelons effet de serre additionnel, qui est incriminé aujourd'hui et qui entraîne le dérèglement climatique et le réchauffement global dont nous parlons. Professeur Vissin, et le premier rapport biennal actualisé, élaboré par le Bénin, en se conformant aux exigences des conventions, de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en 2019, a fait l'inventaire des gaz à effet de serre, montrant comment le Bénin, qui était puits de carbone jusqu'en 1997, est devenu pays émetteur de gaz. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les circonstances de ce changement et les causes humaines qui ont conduit à cette réalité? Vous savez, la population béninoise n'est pas une population statique. Elle est dynamique, elle évolue. Et plus on fait d'enfants, plus la population s'accroît. La démographie. La démographie est dans... Vous voyez, la population béninoise n'est plus ce qu'elle était en 1997. Nous sommes à un niveau supérieur. Et c'est l'emprise de la population humaine sur le naturel entraîne la destruction de ce qui servait de puits à carbone. La végétation subit aujourd'hui
les affres de l'homme. L'homme cherchant toujours des terres pour la production, détruit tout ce qui servait de puits à carbone. Même pour l'urbanisation aussi. On a urbanisé. C'est une urbanisation sauvage. Moi, je l'appelle sauvage parce qu'il n'y a pas un plan d'aménagement cohérent mis en place pour respecter l'environnement naturel. Donc tout se fait comme si la nature nous appartient. Or, la nature aussi nous demande des comptes après. Ce qui a entraîné aujourd'hui ce revirement du Bénin qui était puits à carbone, qui est devenu aujourd'hui émetteur. Émetteur parce que nous avons détruit la majorité des puits à carbone qui pouvaient nous permettre de réduire substantiellement le réchauffement à l'intérieur du Bénin. On peut créer un microclimat. Si on s'organise, le Bénin peut créer un microclimat à partir bien sûr de la journée de l'arbre. Si c'est conscient, si c'est bien fait, la journée de l'arbre ne doit pas être folklorique. C'est dommage que le Bénin utilise un folklore. Chaque 1er juin, il y a les ballets des politiciens, ils vont s'amuser. Que deviennent ces arbres après? Il n'y a pas d'entretien. C'est pourquoi il ne faut pas de ballets, on s'amuse un peu trop avec la vie. Parce que si on prend ça au sérieux, on devait réglementer et organiser au mieux la journée de l'arbre pour que ça devienne pratiquement une activité permanente. Merci professeur. Madame Enviou, et quels sont les risques climatiques que le Bénin rencontre? Ok, au nombre des risques climatiques, on peut citer la chaleur excessive, on peut citer les inondations que nous voyons, que nous subissons, et on peut citer aussi les vents violents. Et comme le Bénin est un pays côtier, on va parler aussi de l'élévation du niveau de la mer et de la sécheresse. Professeur? Vous parlez des risques. Ce sont les risques potentiels qui peuvent influencer aujourd'hui notre pays, le Bénin. Elle a évoqué déjà ce qui est dominant au Bénin, c'est les inondations, pour la plupart. Presque toutes les communes aujourd'hui subissent les inondations. Mais lorsque vous vous installez, par exemple, dans le lit d'un cours d'eau, est-ce que vous ne serez pas inondé? Naturellement. Alors, c'est ça dans le lit de cours d'eau. Il y a des aménagements sauvages que nous faisons aujourd'hui qui ne respectent pas l'environnement. Le lit, j'ai dit, l'eau est la matière la plus paresseuse qui soit. Lorsque vous installez dans son lit, mais elle vous embête. Elle ne demande pardon à personne. Mais si vous lui tracez une voie, sa voie naturelle est là, laissez-la, elle va se couler par partie. Mais l'homme s'installe dans cette voie-là. Vous voyez aujourd'hui, les saisons de pluie, souvent, chaque année aujourd'hui, on constate, au lieu que les pluies s'étendent par exemple sur 3 à 4 mois au sud du Bénin, vous recevez ces quantités-là en un mois et demi. C'est-à-dire que ces concentrations de la pluie sur une courte période peut entraîner des inondations. On va dire oui, c'est le changement climatique. Je l'appelle seulement le dérèglement climatique. C'est-à-dire la déstructuration interne du climat peut amener à avoir des inondations. Mais que fait l'homme pour éviter que cela arrive? On ne fait rien, on crée la situation et après on commence à se plaindre. Vous voyez la sécheresse? Oui, il y a des points de sécheresse qui peuvent s'insérer au cœur même des saisons de pluie. Ça va créer des problèmes aux agriculteurs, aux paysans. Que faisons-nous pour que disons, le cycle culturel s'adapte au nouveau rythme climatique? Il y a plein d'études que nous devons mener encore pour permettre à la population de se retrouver en harmonie avec la situation climatique actuelle. Madame Enviou, en tant qu'expert en matière d'évaluation des gaz à effet de serre, dites-nous quelles sont les sources d'émission de ces gaz? Ok, les sources d'émission des gaz à effet de serre varient d'un secteur à l'autre. Et nous avons 5 secteurs pour le compte du Bénin. Le secteur de l'énergie qui émet, le secteur de l'agriculture, le secteur des déchets, le secteur de la foresterie et affectation des terres et le secteur des procédés industriels. Donc quand je vais prendre par exemple l'exemple du secteur des déchets, ce qui émet par exemple c'est l'élimination de nos déchets solides ménagers au niveau des décharges. Donc lorsque les déchets sont éliminés au niveau de ces décharges-là émènent du méthane par exemple. Nous pouvons parler aussi du traitement et du rejet des eaux usées au niveau de nos fosses septiques, au niveau des ménages par exemple, qui émettent aussi le méthane, qui émettent aussi l'oxyde nitreux. Et pour finir, dans ce secteur des déchets, je vais parler aussi du brûlage à l'air libre des déchets, une pratique que nous faisons au Bénin. Et ce brûlage-là émet du CO2, beaucoup de CO2,
qui est source de pollution. Est-ce qu'il y a d'autres sources d'émissions à part ce que Mme Mviou vient d'énumérer? Vous voyez, l'agriculture est une source potentielle de pollution aussi. Parce que la pratique agricole contribue énormément à la pollution de l'environnement. Lorsque vous avez une technique, la technique sur brûlis, les feuilles de végétation, par exemple, constituent un problème pour l'environnement. Même si pour certains, ça enrichit le sol, oui, ça a des effets, disons, des effets positifs, mais le négatif dépasse le positif. Donc il faut faire en sorte que nous puissions régler ce problème-là. L'élevage, voilà encore une autre source énorme de pollution. Parce que l'élevage, nous voulons tout manger. Pas toutes les viandes, non. On peut quand même nous réduire au moins cela et penser aux, disons, aux insectes comestibles. Mais on dit aujourd'hui qu'on n'a pas encore atteint en matière de volaille la quantité demandée par le pays. Pour augmenter la pollution de l'environnement, plus on va augmenter la pollution, disons, animale, on va créer encore plus de problèmes à l'environnement. Est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions alternatives? Au lieu d'aller vers la viande, pourquoi est-ce qu'on ne va pas vers les insectes comestibles? Les insectes comestibles aujourd'hui amènent tellement de protéines, de substances nutritives à notre organisme et nous protègent encore beaucoup plus que les viandes que nous consommons. Les viandes nous créent des problèmes. Pourquoi est-ce qu'on se court derrière les viandes? Laissons l'élevage tranquille. Allons-y vers, disons, les insectes comestibles. Ce n'est pas encore ancré dans nos réalités. Nous avons commencé à l'université à faire des études là-dessus. Et on est en train de promouvoir certains insectes, comme les grillons, qui sont comestibles. Quand on les grille, par exemple, les criquets, là, les criquets, vous les mangez, vous ne sentez même pas que c'est le criquet. On peut le mettre en poudre, on peut le mettre... Mais quand on grille, c'est comme le poisson, les petits poissons que vous mangez, les millefeuilletins là. Vous mangez, vous ne sentez pas que c'est le grillon que vous prenez. Mais aujourd'hui, on doit changer nos habitudes alimentaires aussi pour réduire substantiellement la pollution. Vous voyez, quand vous prenez par exemple les ordures, c'est des problèmes. On jette très mal les ordures. Est-ce que nous avons des décharges partout dans nos communes? Non. Les gens continuent d'organiser des décharges sauvages. Or, les décharges sauvages constituent des sources d'émissions de pollution de l'environnement. Que faisons-nous pour organiser de manière à réduire substantiellement tout ce qui est émis par ces décharges sauvages? Il faut avoir des décharges réguliers pour valoriser les déchets que nous utilisons. On ne doit pas les perdre. Normalement, ces déchets doivent être transformés en énergie. Au lieu de nous dire que nous avons l'énergie hydraulique, l'énergie ceci, mais on doit quitter ces énergies-là pour aller aux énergies renouvelables, afin de réduire substantiellement la pollution de notre environnement. Le Bénin, oui c'est vrai, nous avons pris des engagements, il faut les respecter. Merci professeur. Madame Mviou, et la CDN actualisée s'engage à appuyer davantage l'action climatique à travers les objectifs plus ambitieux et pour la même période 2021-2030 pour réduire les gaz à effet de serre. En prenant en compte les différents secteurs concernés, quelles sont les sources couvertes par la contribution déterminée au niveau national? Ok, la contribution est déterminée au niveau national du Bénin prend en compte le secteur de l'énergie, le secteur de la foresterie et le secteur de l'agriculture et dans une moindre mesure le secteur des déchets. Le secteur des déchets, ok. Professeur Justin, et en parlant de couches vulnérables, aujourd'hui, quelle est la couche la plus vulnérable par rapport aux effets des changements climatiques? On commence par la femme. Mais c'est la femme, elle est en face de moi. La femme est vulnérable. Elle est vulnérable pourquoi? Parce que c'est écrit en activité permanente. Nous, là, on fait les petits malins, excusez-moi, les hommes ont fait les petits malins. C'est qu'ils sont en permanence, en face pratiquement des problèmes environnementaux, ce sont les femmes. À part les femmes, vous avez les enfants. Les enfants sont vulnérables. Ce sont des enfants qu'on doit pouvoir protéger. Et, disons les handicapés. Et les personnes de troisième âge aussi sont des personnes, des couches à protéger. Nous devons faire en sorte que l'impact soit minimisé au niveau de ces couches-là parce que ces couches font partie de la société béninoise. Malheureusement, quand on agit, on ne pense pas à ces couches-là, on pense beaucoup plus à nous. On dit, mais moi, je suis déjà, bon, je suis fort, donc c'est suffisant. Ce n'est pas suffisant. Les pauvres aussi sont vulnérables. Parce qu'il y a des moyens que moi, je peux développer, par exemple, que le pauvre n'a pas du tout. Donc, il subit plus les impacts de ces changements-là ou de ces variabilités que moi. Donc, dans la société, on doit minimiser de manière à ce que nous soyons tous au même niveau d'impact. C'est d'où la nécessité des mesures d'atténuation et d'adaptation pour aider la population béninoise à mieux faire face à ce que nous vivons actuellement.
Nous allons ensemble aider la population et l'État aussi va jouer sa partition. On n'a pas le choix. Pour pouvoir régler ces problèmes de gaz à effet de serre. Et Madame Véou, quelles sont les probables solutions qu'on peut envisager en matière de réduction des gaz à effet de serre? Ok, en matière de réduction des gaz à effet de serre, le professeur a commencé à déjà beaucoup en citer. Hein. Oui. Alors, donc, je vais parler de la réduction de notre consommation de viande. Ça, c'est des solutions pratiques pour le citoyen hollandais qui va permettre de réduire les émissions liées à l'élevage. Nous allons parler aussi de la réduction de notre consommation d'électricité. Ça aussi, c'est une mesure qui peut aider à la réduction des gaz à effet de serre. Nous allons parler aussi d'utiliser les transports qui sont... Les transports en commun? Oui, moins polluants. Il y a aussi les déchets. Je reviens toujours sur les déchets parce que c'est très important aussi la manière dont nous gérons nos déchets. Donc, recycler nos déchets, les réutiliser, c'est très important, et les minimiser au quotidien. Penser à comment chacune de nos activités va minimiser les déchets que ça va produire. Donc, voilà un peu ce que je peux dire comme solution pratique pour la réduction des gaz à effet de serre. Je vais me tourner vers le professeur pour qu'il puisse éclairer davantage. Il avait abordé quelques solutions. Vous savez, au Bénin, nous avons une société qui gère les déchets aujourd'hui, paraît-il. Bon, je dis paraît-il, oui, papa. Est-ce que nous avons... On a une société qui gère les déchets. La solution de gestion des déchets. Est-ce que nous avons... Et de la salubrité. Ce qu'il faut pratiquement partout. Regardez d'abord l'université. Est-ce que l'université est propre? Tous ces déchets qui sont produits, qui sont laissés dans la nature, ça produit quoi? Est-ce que nous sommes en bonne santé à l'université? Et nous n'avons pas de risques potentiels, des maladies? Dans toutes nos communes, nous avons cette situation-là. La gestion des déchets doit être prise au sérieux. La valorisation de ce qui est produit, que ce soit des déchets liquides ou solides, si on arrive à les valoriser, à les réutiliser, je vous assure que nous allons réduire substantiellement cette sorte de pollution liée pratiquement aux déchets produits par l'homme que nous sommes. Également, vous voyez, l'homme aime le froid. Je suis dans ma maison, j'utilise le ventilateur, j'utilise les climatiseurs, j'utilise les congélateurs, tout ça émet des gaz. Énormément dans l'atmosphère. On ne se rend pas compte. Même l'ordinateur que nous... Même l'ordinateur... c'est dans la chambre, ça ne sort pas. Le moteur reste dans la chambre ou dehors. Le moteur reste dehors, mais il pollue. Même les congélateurs qu'on utilise à la maison est pollué. Il faut réduire l'utilisation de ces matériels-là. C'est vrai, on veut avoir une meilleure vie. Changeons le mode de construction de nos maisons pour avoir l'air naturel et éviter pratiquement de nous asphyxier, de nous tuer à petits coups avec les climatiseurs, avec les congélateurs. Mais oui, les sources d'énergie doivent changer aussi. Mais les sources d'énergie aujourd'hui, Dieu nous a donné le soleil. Dieu nous a donné le vent. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi est-ce que le Bénin ne peut pas prendre cette décision-là de changer le mode d'énergie, le mode de production d'énergie dans notre pays? Avec ce que nous avons aujourd'hui, nous avons encore des problèmes. Nous avons des délaissages par moment. Oh, avec le solaire, c'est vrai que pour commencer le solaire, il faut beaucoup investir. C'est vrai, mais lorsqu'on investit une fois, il ne reste que l'entretien. Moi, j'avais pensé au début, excusez-moi, à l'avènement du président Talon, je m'étais dit, il allait changer les sources d'énergie. Parce qu'il avait amené les Allemands au début, je me suis dit, ah, ok, c'est bon. Mais après, j'ai constaté simplement que nous avons laissé tomber le champ des panneaux solaires qui devait nous amener à changer le paradigme des énergies. Il faut des énergies renouvelables au Bénin pour créer les microclimats qu'il faut pour changer un peu les choses. Vous voyez, j'ai parlé tout à l'heure du 1er juin. Mais les forêts sont des sources de puits à carbone. Pourquoi est-ce qu'on les détruit? On ne les renouvelle pas. Voilà, systématique. Si la ville de Calavi, la ville de Cotonou étaient des villes vertes, on aurait moins de problèmes. On va mieux respirer, on va mieux vivre dans ces villes. Pourquoi est-ce que nos villes ne se transforment pas en des villes vertes? Il faut planter des arbres. Il faut planter des arbres. Parce que
les arbres constituent des puits à carbone. Lorsqu'il fait excessivement chaud, où est-ce que vous allez chercher? Vous allez chercher l'énergie. Quand il fait excessivement chaud, où est-ce qu'on va chercher le froid? On va rester sur un arbre. Sur un arbre, pourquoi? Pourquoi on va rester sur un arbre? Sa fraîcheur. Pour profiter de sa fraîcheur. Pourquoi? Parce que simplement, vous voyez, les arbres là captent tout ce qui est CO2 en balade dans l'air et libèrent de l'eau, c'est-à-dire du dioxygène qui permet la bonne respiration. Donc, c'est le protecteur de l'environnement. Lorsque tu veux bien vivre, va t'asseoir sous l'arbre et dors. Quand il fait excessivement chaud, dès que tu te mets sur l'arbre, on ne commence pas à somnoler parce que l'air passe et puis ça ramène la vie. Et puis là, c'est pourquoi il faut absolument qu'on change un peu les choses en nous adaptant dans la plantation des arbres. Je dis souvent ceci, si chaque propriétaire de nos villes pouvait planter un arbre devant son portail ou dans sa maison, on changerait les choses. On plante et on suit. Vous voyez, chez moi, par exemple, vous allez voir beaucoup de plantes, beaucoup de fleurs. J'aime vivre dedans. Quand je m'assois, j'ai de l'air. Donc la pollution ne peut pas venir à la maison. C'est clair. Il y a tout ce qu'il faut pour capter toutes ces énergies, déchets-là. C'est les énergies nocives à la vie humaine. Les CO2, tous ces gaz dont on parle, qui créent des barrières à la diffusion de la chaleur dans l'espace, dans l'atmosphère. Il faut que nous changions un peu nos modes de vie vis-à-vis de l'environnement. Madame Christelle, quels sont les impacts de ces changements climatiques dans d'autres secteurs? Par exemple, on prend le secteur du tourisme, de la santé. Les impacts des effets du changement climatique s'observent dans beaucoup de secteurs. Et par exemple, quand je vais prendre le secteur de la santé, on a parlé des déchets tout à l'heure. Et les déchets dans ce secteur-là vont envoyer par exemple la prolifération des maladies liées au périfécal. Et vous avez, dernièrement, on a parlé du choléra qui est revenu. Donc, ces maladies-là vont se proliférer et ça va créer des problèmes de santé publique. Quand je vais partir dans le secteur des ressources en eau, par exemple, là, nous pouvons avoir le tarissement des aquifères, c'est-à-dire les aquifères qui nous permettent d'avoir des sources d'eau potables peuvent tarir à cause du réchauffement climatique. Et s'il y a les inondations, par exemple, quand je prends l'exemple de Calavi, s'il y a une inondation incontrôlée à Calavi, les puits que les gens utilisent seront inondés. Vous voyez, les latrines que nous avons dans nos maisons seront inondées. Et quand ces latrines-là sont inondées, qu'est-ce qui peut se passer? Il y a une infestation, disons. Voilà. Donc voilà par exemple des effets des changements climatiques auxquels nous nous exposons si nous ne faisons rien pour diminuer le réchauffement climatique. Je vais juste compléter les idées développées par Madame, juste pour dire que, vous voyez, dans le domaine de la santé, il y a un lien direct entre le climat et la santé. Lorsqu'il fait excessivement chaud, est-ce que vous respirez bien? Non, on ne respire pas bien. Vous voyez, l'élève qui est en salle, dans une salle, il fait excessivement chaud, est-ce qu'il suit? Il n'arrive pas à suivre correctement le cours. Il y a une influence directe du réchauffement sur la santé de l'homme. C'est un étouffement. C'est pourquoi nous sommes en train de réfléchir pour voir quelles sont les périodes les plus propices pour l'assimilation correcte de l'enseignement donné dans nos différentes écoles. Parce que le climat, si il évolue comme ça, avec un réchauffement, une augmentation de la température, si rien n'est fait, les enfants ne pourront même plus rien sûr. Et quel type d'homme voulons-nous avoir pour demain? Très souvent, les gens pensent que c'est parce qu'il y a pluie qu'il y a le paludisme. C'est la mauvaise gestion des eaux de pluie qui entraîne, bien sûr, la prolifération de ces gîtes qui sont responsables du paludisme. Lorsque je prends le tourisme également subit l'influence de la dynamique climatique, parce que le tourisme en réalité est saisonnier. Lorsque vous voyez par exemple les touristes venir au Bénin, c'est parce que le climat est propice. Quand il fait excessivement chaud, pensez-vous que l'Européen aura le courage de venir subir le climat du Bénin alors que sa peau est tellement fragile? Et lorsque vous les touchez un peu, ils rougissent. Alors que si une température est très élevée, ils vont cuire. Ils vont cuire pratiquement sous nos tropiques. En réalité, donc, le climat influence énormément les destinations touristiques. Le Bénin est un pays très riche et très beau. Que faisons-nous pour faire profiter de ces richesses aux autres?
Je dis, si nous voulons vraiment que notre pays se développe, on doit asseoir les bases d'un développement durable de tous les secteurs. Parce que notre pays, il est excessivement riche, non seulement par la nature, mais également de ses hommes. L'histoire nous a garnis de richesses. Que faisons-nous pour profiter de toutes ces richesses-là? Madame Christelle, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples contenus dans la CDN sur les mesures à prendre pour pouvoir réduire ces émissions de gaz à effet de serre? Ok. Bon, au nombre des 21 mesures, je vais citer quelques-unes. Et il faut dire que ces mesures-là sont logées par secteur. Et au niveau du secteur de l'agriculture et de la foresterie, je parlerai du reboisement. Le reboisement qui est très très important comme mesure pour l'atténuation des gaz à effet de serre. Et je parlerai aussi dans le secteur des déchets, de la mise en place au niveau de la décharge de Ouessé d'une centrale pour la récupération du méthane. Et pour finir, comme mesure dans le secteur de l'énergie, c'est la promotion de l'utilisation des lampes à basse consommation d'électricité. Moi, je veux des engrais verts, qui sont des engrais qui respectent l'environnement. Il faut que notre vie tout entière respecte l'environnement. Parce que l'eau, le sol, la végétation sont indispensables à la vie humaine. Si on arrive à les protéger, nous aurons une vie harmonieuse. Dans le domaine de l'agriculture, il n'y a pas de reboisement, il y a aussi l'adoption des produits à cycle court pour une adaptation réelle au niveau climatique aujourd'hui. Il y a l'irrigation. L'irrigation, vous savez, j'ai dit le Bénin a de l'eau. Pourquoi est-ce que notre production reste encore saisonnière? On peut utiliser l'irrigation pour faire face au risque aujourd'hui, au risque de réchauffement auquel nous sommes confrontés. L'irrigation, on doit pouvoir vulgariser cela. L'irrigation, sûrement, goutte à goutte, aiderait non seulement à économiser de l'eau, mais à produire intensément. Et il y a aussi, vous voyez, les changements de paradigme des sources d'énergie. C'est vrai, il faut tout faire pour réduire la consommation, mais il faut changer les sources. Il faut des sources d'énergie renouvelables. Des sources d'énergie renouvelables. Et elle n'a pas de reboisement. Il faut que le 1er juin ne soit plus jour de balade, jour des balais, mais plutôt jour de conscientisation des populations. Parce que l'État béninois a ce devoir de nous créer un environnement propice pour la vie adéquate. Si nous voulons nous épanouir, il faut avoir un esprit sain dans un corps sain. Si le corps n'est pas sain, l'esprit tombera malade. Il faut absolument que nous arrivions vraiment à faire ce reboisement-là systématique pour changer le visage du Bénin, ce qui va modifier le climat. Même si l'environnement, l'atmosphère est la même pour tout le monde, c'est vrai, le climat béninois peut être différent des autres. On aurait pris des mesures à l'intérieur, au niveau local, pour changer ce qu'on observe partout ailleurs. La DCN a déjà prévu cela, et ce sont des engagements de l'État béninois. Il reste maintenant la mise en œuvre. Pour faire cette mise en œuvre, il faut les moyens. Mais seul, le gouvernement n'y arrivera pas. Toutes les couches doivent se mettre ensemble pour gérer durablement ces impacts afin de réduire les conséquences de ces changements aux variabilités climatiques. Madame Christelle, réduire les conséquences de ces changements climatiques, est-ce que les nouvelles technologies, aujourd'hui on parle de nouvelles technologies, peuvent apporter des solutions pour la réduction de ces émissions de gaz à effet de serre? Bien sûr que les nouvelles technologies vont aider à accompagner la réduction des gaz à effet de serre, mais il faut que ces nouvelles technologies-là soient pensées réellement climato-intelligentes, sinon cela ne servira à rien. Donc si c'est pensé climato-intelligentes, elles peuvent bien sûr accompagner la réduction des gaz à effet de serre, réduire les activités humaines, c'est-à-dire le poids des activités des humains pour pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre. Okay. Professeur, sur la même question, les nouvelles technologies et réduction des gaz à effet de serre. Oui, aujourd'hui,
Le monde est en train de développer l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi? Que de moins en moins, l'homme interviendrait dans les activités. Or, si cela prend vraiment de l'ampleur, l'homme aura très peu d'impact sur l'environnement. Donc ce sont les machines qui vont travailler à notre place. Cela va réduire l'impact des activités urbaines sur l'environnement. Mais il faut que cela soit vraiment intelligent. Une agriculture intelligente, par exemple, c'est une agriculture qui soustrait pratiquement l'homme de toutes ses activités, qui met les appareils au travail. Si l'appareil travaille de façon vraiment intelligente, nous allons réduire. Mais si nous allons encore dans la sauvagerie industrielle, nous allons créer plus de dommages à l'environnement. C'est pourquoi il dit qu'il faut que ce soit raisonnable, mais respectueux aussi de l'environnement. Là, nous allons réussir ce passage à l'utilisation de l'intelligence artificielle comme réponse aux mesures d'atténuation. Parce qu'en réalité, ce qui va se passer, le Bénin est encore loin. Le Bénin est encore loin. Disons, c'est une prière, c'est-à-dire une ambition que nous avons, que nous arrivions là, les irrigations. On peut rester chez soi et arroser. Donc, les TIC sont des outils indispensables aujourd'hui pour aider à une meilleure gestion du réchauffement climatique, à une meilleure gestion des flux des gaz à effet de serre injectés dans l'atmosphère. Si nous y arrivons, le Bénin va changer de visage et nous aurons des villes vertes qui produiront les microclimats qu'il faut pour protéger notre environnement. Au niveau de l'université, quelles sont les recherches qui sont déjà effectuées, qui peuvent contribuer également à la réduction de ces différentes perturbations climatiques? Vous savez, il y a tellement de recherches qui sont produites à l'université qui ont déjà des solutions aux problèmes que nous rencontrons. Parce qu'il n'y a pas de formulation de sujet sans problème. C'est lorsque nous constatons un problème que nous formulons, disons, un sujet pour le régler, pour apporter des apports de solutions à ce problème-là. Donc toutes les thèses qui sont écrites, les mémoires de maîtrise, les mémoires de master, les mémoires de licence qui sont rédigés à l'université constituent des apports de solutions aux différents problèmes que nous avons constatés depuis plusieurs années. Mais est-ce que ces résultats sont vulgarisés? Est-ce que les décideurs sont imprégnés de la richesse de ces recherches? Les gens oublient que sans recherche, il n'y a pas de développement. La recherche est le soubassement de l'épanouissement de tout pays. Est-ce que dans nos délégations à l'extérieur, nous partons toujours avec un groupe de chercheurs? Ça, c'est une interrogation. Je prends juste l'exemple de la COP ou des différents COP. Les délégations qui vont à la COP, est-ce que nous avons vraiment des chercheurs avérés qui apportent l'éclairage qu'il faut avant qu'on ne parte, ou bien qui accompagnent la délégation? Ça, c'est des interrogations. Nous devons changer un peu les choses et mettre au cœur des projets de développement la recherche. Parce que sans recherche, aucun développement n'est possible. Les solutions des problèmes que nous rencontrons se trouvent à l'université. Je vais donner un seul exemple lorsqu'il y avait eu Covid. Covid, vous voyez combien de sous les gouvernants ont injecté dans les laboratoires de recherche pour trouver en 2 mois des vaccins qui solutionnent le Covid. Et vous voyez, la recherche contribue au développement d'un pays et du monde entier. Grâce à ces vaccins, le point de Covid est parti. S'il n'y avait pas de recherche, s'il n'y avait pas de chercheurs à qui on avait donné les moyens, on n'aurait pas réglé le problème. C'est parce qu'au Bénin, on n'a pas encore pris conscience que les chercheurs doivent avoir les moyens qu'il faut pour mener à bien leurs recherches qui apporteront des solutions aux problèmes que nous rencontrons depuis. Merci, professeur. Et Madame Christelle, la recherche? Oui, comme le professeur l'a dit, la recherche est au cœur de la solution
pour la lutte contre le réchauffement climatique. Et la CDN a pensé à cela parce que dans les 21 mesures, il y a la promotion de la recherche. Et comme le professeur l'avait déjà dit, oui, et ces mesures-là, il faut aller rechercher, capter les financements pour leur mise en œuvre et pour réellement répondre en 2030 à la mise en œuvre de notre CDN et des mesures qui ont été consignées dans la CDN. Professeur Vicin, le temps qui nous est donné tire tout doucement à sa fin. Quel serait votre mot de fin ou un message à adresser à la population? Le mot de fin, c'est inviter tout le monde à un prise de conscience que c'est ensemble que nous pouvons lutter contre les effets pervers des changements climatiques. C'est ensemble que nous pouvons vaincre ces impacts. Au niveau local, que les maires comprennent qu'il y a des choses à faire qui sont lues pour protéger non seulement la population, mais l'environnement dans lequel ils vivent. Au niveau étatique, que l'État mette les moyens à disposition pour que les chercheurs travaillent à trouver des solutions aux différents problèmes que nous rencontrons. Parce que la recherche reste toujours le poumon du développement de tout pays. Et sans hommes bien portants, il n'y a pas de développement non plus. L'État doit investir dans l'homme tout court, c'est-à-dire dans la recherche, dans son éducation, dans sa santé, pour assurer la pérennité et un développement durable de l'homme qui est au cœur du développement. Sans homme bien portant, aucun développement n'est possible non plus. Si l'homme a faim, vous lui donnez l'argent pour la recherche, il fera autre chose avec cet argent-là. Il faut garantir déjà la sécurité alimentaire et mettre à disposition tout ce qu'il faut pour que l'homme que nous sommes puisse nous retrouver dans un environnement viable pour promouvoir notre pays, le Bénin, qui est un pays, je dis, un pays très riche. Riche non seulement des ressources naturelles, de son histoire et de ses hommes. Je vous remercie. Merci, professeur. Madame Christelle. Ok, comme mot de fin, je dirais, le Bénin étant un pays en voie de développement, la réponse prépondérante pour elle en matière de lutte climatique, c'est l'adaptation. Mais elle contribue à l'effort global de l'atténuation. Et pour ce, en tant que citoyen lambda, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à la réduction des gaz à effet de serre au quotidien? Alors, je réduis mes déchets, je recycle les déchets, je réutilise les déchets, je diminue ma consommation de viande, je consomme local, je consomme plus de fruits et je réduis aussi ma consommation d'électricité. Et pour finir, je dirais que la mise en œuvre de la CDN a besoin de toutes les parties prenantes, le citoyen, l'État central, la société civile, les chercheurs, les ONG. Et c'est ensemble que nous pourrions réellement faire face à la lutte climatique. Je vous remercie, M. Massé. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette émission spéciale sur la CDN. Merci de nous avoir suivis et nous disons un sincère merci à nos deux invités.